Un jour, cette ville sera peut-être détruite. En quelques heures, ces presque 2 millions d'habitants pourraient disparaître s'ils n'ont pas fui à temps. Yogyakarta, capitale culturelle, premier centre universitaire de l'Indonésie, ne serait plus qu'un souvenir. Vous n'y croyez pas? C'est déjà arrivé, il y a 1000 ans. Un incroyable ciel de cendres a englouti d'un coup la ville. La civilisation hindoue Mataram, ses temples, ses trésors, disparus. Le responsable? Il sommeille pour l'instant à 25 km à vol d'oiseau d'ici-bas. Il est le plus actif de toute la chaîne des volcans qui traverse l'île de Java. On l'appelle Merapi, la montagne de feu en javanais. Si bien que pour prévenir les colères du Merapi, on l'a ceinturé d'une guirlande de 7 stations d'observation. Pakneud dirige celle de Kaliurang, un village du flanc sud, à seulement 2,5 km du cratère. On note de manière très détaillée tous les aspects visuels du volcan et aussi la météo. À quelle heure se lèvent les brumes? On écoute le bruit des chutes de rochers et quand il fait beau, on s'intéresse à la couleur des fumerolles, blanc ou gris. C'est ce qui nous renseigne. On analyse les données du sismographe et d'autres instruments installés sur le sommet du Merapi, qui nous indiquent la température du sol, la pluviométrie, la force du vent, et ça nous permet d'imaginer l'état du cratère. Près de 50 fonctionnaires à l'écoute du moindre hoquet volcanique. D'une certaine manière, le Merapi multirécidiviste est devenu l'allié de la fonction publique. Trisno, glaneuse de bois, respecte le contrat. Sur les flancs du Merapi, seuls les arbres morts, asphyxiés par les gaz du cratère, peuvent être prélevés aux forêts protégées, remparts naturels aux éruptions. Du bois de chauffage à l'envi, mais il faut supporter les colères de celui que Trisno nomme familièrement Mba, le vieux, ou Kai Petrouk, sa majesté au long pif, histoire de conjurer les mauvais souvenirs. C'était vraiment un moment de panique. Il faisait tout noir, plus une seule lumière. Pour les enfants, c'était épouvantable. Nous avons dû nous enfuir, courir. Il y avait une voisine qui s'est trompée. Au lieu de prendre son fils, elle avait pris l'oreiller dans ses bras. C'était très difficile. Pas commode ce Merapi en période d'activité. Son dôme qui grossit et s'alourdit des matériaux expulsés du cratère par dizaines de milliers de mètres cubes tous les jours. Puis soudain, ce dôme qui s'effondre sur lui-même en une formidable avalanche sèche de blocs de lave incandescente et de cendres en suspension. Et le tout qui dévale la pente à plus de 250 km/h. Une nuée ardente, qu'en général, on n'a pas trop le temps de voir venir. Ce jour-là, j'ai couru de toutes mes forces. J'ai abandonné toutes mes affaires. On m'avait laissé derrière. Et puis on a été évacués en camion. Les enfants pleuraient et criaient partout. Non, vraiment, c'est pas un souvenir agréable. Ça reste gravé dans la tête. Sans bois de chauffe pour cuire son riz ici, on n'est rien. Sans l'herbe tellement grasse des pentes du Merapi, pas de vache. Finalement, Trisno et les siens s'accommodent des colères du vieux, pourvu qu'il les gâte de quelques privilèges. D'ailleurs, c'est à se demander si au lieu de le fuir,
Les Javanais tous ensemble, au désespoir des vulcanologues, ne s'accrochaient aux pentes du Merapi. Chacun avec ses raisons. Déjà au piémont du volcan, pas une friche, pas un lopin qui ne soit cultivé. Rien que ce champ, il donne au moins 2 quintaux de riz, je crois. Hein? Ah oui, 2 quintaux, facile. On fait 3 récoltes de riz par an sur cette terre. 3 récoltes. Les poussières du Merapi rendent nos terres fertiles. La terre ici est bonne. C'est comme les sables et les rochers dans nos rivières. C'est bon pour l'agriculture. Plus haut, au bout de la route, c'est le hameau de Kaliurem, 1500 mètres d'altitude et sacré point de vue sur la gueule fumante du Merapi. Idéal pour prendre le frais et emmener un petit flirt, car comme d'autres patinent sur les lacs, le Javanais, lui, aime depuis toujours venir frissonner sous le Merapi. Madame Wangyo et quelques autres bistrotiers ont longtemps fait commerce de cette fascination. Et puis un jour, c'est le volcan lui-même qui s'est invité à la buvette de Madame Wangyo et des marchands de souvenirs. À l'époque, ici il y avait mon petit kiosque et ma maison. Mais maintenant, il ne reste plus rien. Tout a été balayé par des sables et des rochers. Je suis très triste. À l'époque, c'était un site touristique, il y avait beaucoup plus de monde. Avec mon petit kiosque, je vivais bien. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Bien sûr que j'ai peur des nuées ardentes. Cela peut revenir à tout moment. Mais à force, on s'habitue. On finit par oublier la peur. Et puis, les catastrophes, ça n'arrive pas seulement dans les montagnes. Si Dieu a décidé que ma maison était ici, il n'y a rien à dire. On va continuer d'y vivre. Chacun semble donc ici faire son miel à vivre près du Merapi. Mais ce n'est rien en comparaison de Christian Aoui, désigné par le sultan de Yogyakarta, homme de l'année 2001. S'il prête de temps en temps ses yeux à la station de surveillance de Kaliurang, Christian, chef de la sécurité du flanc sud, le plus dangereux du volcan, a toujours su conduire les opérations de secours à temps. Mieux, avec un temps d'avance. Depuis 40 ans qu'il arpente sous le cratère forêt, rivière, coulée de cendres, il sait prendre le pouls du vieux Merapi comme personne. Bien avant toutes ces recherches et ces techniques de surveillance des volcans, les habitants d'ici avaient leur façon à eux de pressentir l'état du Merapi. Le premier signe, ce sont les oiseaux. Ils se regroupent, poussent des cris, s'agitent et s'éloignent à grande vitesse. Là, on sait que le Merapi prépare quelque chose. Ensuite, ce sont les chiens du village et ils se mettent à aboyer en regardant dans la direction du cratère. Intenable. Ça, c'est le deuxième signe. Enfin, on voit d'un coup tous les serpents qui sortent de terre. Ils s'enfuient parce que la terre se réchauffe. Ils le sentent avant tout le monde. Ils traversent même les rues du village. Quand on additionne ces 3 signes, c'est qu'il est temps de prendre ses affaires et de ficher le camp. Si ailleurs la lave, par sa viscosité, épouse la topographie des pentes et des vallées, les nuées ardentes du Merapi ravagent tout sur leur passage, entaillent profondément le flanc du volcan qui les crache. Malheur à qui se trouve sur leur chemin. Mais ici, le malheur des uns fait le labeur des autres. À peine refroidie, la coulée de cendres est devenue mine à ciel ouvert. Propriété de personne, donc de tout le monde. En priorité des villageois alentours qui y ont perdu pâture, jardin, verger ou maison. En bon seigneur, le Merapi répare ses torts, pense-t-on ici. Widi habite un village à 2 heures de marche de la mine.
Elle vient quand elle veut, creuse où elle veut, autant qu'elle veut. Suffit de s'entendre avec une voisine, un parent, et venir creuser le volume d'une benne, la seule unité de mesure qui vaille ici. Une benne de sable, c'est 50 000 roupies, 4 €. C'est les gens des camions qui payent tout. Pour venir dans cette carrière, il faut payer 5 000 roupies à l'entrée. Ici, ils ne prennent que le sable, sans les cailloux. Puis ils me payent directement sur place. C'est pratique, comme ça j'ai l'argent tout de suite. Faut dire que les chantiers pullulent dans la vallée, car prévoyant, le Merapi a parachevé sa dernière éruption d'un tremblement de terre qui a détruit 30% des constructions de Yogyakarta. Une aubaine pour les marchands de bennes. Si le Merapi va exploser de nouveau, sans aucun doute. Quand? Dans 5 à 6 ans, tout le monde le pense. Ou sur ses flancs sud et ouest, en conviennent les spécialistes. Avec quelle force? D'une belle ampleur probablement. En attendant, on voit passer dans les villages des processions chargées d'offrandes à l'attention du vieux cracheur de feu. Une garantie qui ne mange qu'un peu d'offrandes. Trisno, la glaneuse, Pacneud, Madame Wangyo, Christian, Widi et les autres ont appris à faire ami-ami avec celui qui leur donne tout, reprend ce qu'il a donné, puis redonne ce qu'il a pris. N'est pas votre ennemi celui qui vous prévient de ses colères, juste un ami difficile à vivre.